Radio Classique, il est 7h45. L'invité business du jour, c'est Charles Millot. Bonjour. Bonjour. Président des caisses d'épargne. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique d'être dans nos studios ce matin. C'est la première fois que vous vous exprimez depuis le fameux article du Canard enchaîné. On va y revenir dans un instant, mais d'abord une question que se posent, je pense, beaucoup de Français. Quel est aujourd'hui l'état réel de santé des caisses d'épargne ? Je dirais que je le qualifierais de solide. C'est la solidité des caisses d'épargne qui existe depuis 180 ans. Et je m'étonne que l'on puisse s'interroger. Je m'étonne que l'on puisse s'interroger et qu'il ait fallu que le ministre fasse des déclarations pour bien montrer par rapport à cet article qu'on ne peut pas qualifier d'autre chose que de dénigrement. Qu'on ait pu s'interroger sur ce que pouvait être la situation des caisses d'épargne. Les caisses d'épargne sont solides, elles ont pratiquement, je dirais en comparaison et sans les citer, pour tous les autres, par rapport aux autres établissements bancaires, le meilleur ratio, ou un des meilleurs ratios, en ce qui concerne le capital par rapport à l'ensemble des risques. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de fonds propres pour tenir le coup ? On a largement des fonds propres. D'ailleurs, le problème ne se pose pas au niveau des établissements de crédit français, au niveau des fonds propres. Tous les établissements de crédit ont les fonds propres suffisants. Je dirais que la Banque de France est suffisamment exigeante dans ses ratios pour considérer qu'il n'y a pas de risque de solvabilité au niveau d'aucun établissement de crédit français. Alors mercredi de cette semaine, le Canard faisait état d'un besoin de fonds propres de plus de 6 milliards pour l'écureuil. Information que votre groupe a donc démenti. On ne va pas revenir sur la polémique, mais allez-vous en rester là ou bien est-ce qu'il y aura une suite éventuellement juridique ? Écoutez, ce n'est pas impossible. Nous étudions toutes les voies de recours pour essayer de voir, vous savez, comme la liberté de la presse, donc nous essayons de voir, parce que c'est grave. Vous comprenez, c'est grave. C'est pas grave uniquement par rapport à la situation, je dirais, de la conjoncture d'aujourd'hui. C'est grave de pouvoir, sans que véritablement on ait le loisir de pouvoir expliquer quelle est la réalité, sortir un article de ce type qui, quand on le lit, de toute façon, on n'arrive pas à déterminer comment ils arrivent à ce chiffre. Vous n'avez pas réussi à mettre la main sur ce fameux document interne qui parlerait de ce besoin de 6 milliards ? Non, il suffit tout simplement qu'ils me le produisent. Et à ce moment-là, je pourrais vérifier quel est le type de document, et si ce document est une valeur probante. Il est fort peu probable qu'il puisse l'avoir, puisque de toute façon, je dis que c'est complètement faux, et que la réalité, ce sont les chiffres que nous communiquons, et qui sont contrôlés par la Banque de France. Vous parliez de recours juridique, est-ce que ça pourrait aller jusqu'au dépôt d'une plainte ? On n'en est pas à ce stade, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. La stratégie menée par la Caisse d'épargne, qui est un groupement de coopératives, et donc qui n'est pas coté en bourse, pose tout de même question, notamment les activités de Natixis, filiale des caisses d'épargne et de Banque Populaire. Ces activités aux États-Unis avec une société, CFIG, un rehausseur de crédit exposé au subprime, qui a dû être déjà recapitalisé en novembre 2007. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette société ? Alors je voudrais rappeler que CFIG était une filiale d'Ixis et que CFIG a été créée par la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est une structure de rehaussement de crédit qui a été créée en son temps, c'est-à-dire il y a 5 ans, par la Caisse des dépôts et qui était une des filiales d'Ixis, qui avait pour but de faire des rehaussements de crédit sur les collectivités locales américaines. Est-ce qu'on avait besoin d'aller aux États-Unis De toute façon, vous savez, le marché il est mondial. Le marché il est mondial et donc de ce fait, l'ensemble des structures ont un niveau d'intervention qui est mondial. Je dirais que quand nous avons acheté Xis avec l'ensemble des filiales, il y avait CFIG, c'était pas notre objectif de rester sur ce marché parce que vous considérez que ce n'était pas véritablement notre marché, mais enfin c'était une réalité. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé en ce qui concerne l'ensemble des rehausseurs de crédit. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que CFIG n'est pas une banque. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une commutation, c'est-à-dire une mutualisation des risques. Autrement dit, les clients de CFIG deviennent actionnaires de CFIG et le risque est derrière nous l'avons provisionné et je ne vois pas de raison aujourd'hui pour que ce dossier soit à nouveau soulevé. Mais vous n'êtes pas en train de sortir de CFIG finalement, vous conservez l'activité. Non, nous sommes pratiquement actionnaires maintenant à 2,5% pour nous et pour les banques populaires dans CFIG. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire aujourd'hui on a été trop loin ? Non, absolument pas.
Je pense qu'il faut bien voir les choses. Il faut dépasser le problème de la crise. Hein. La crise, il y a une origine, les subprimes, il y a un effet systémique qui s'est déclenché. Je voudrais quand même dire qu'un des éléments majeurs en ce qui concerne la crise, c'est que nous avons eu ce problème de normes, et notamment les normes IFRS, qui ont un effet procyclique et qui a accentué. Quand vous avez un bien, et qu'on vous demande de classer ce bien, de coter ce bien au marché pratiquement au jour le jour, il va de soi que s'il n'y a plus de marché, ce bien a une valeur fortement réduite, alors que si vous l'avez en investissement, ce bien il conserve sa valeur. Je vais prendre un exemple. Cet immeuble dans lequel nous sommes, si demain il n'y a pas si on vous le fait noter au marché et qu'il n'y ait plus d'acheteur, cet immeuble ne vaut rien. Est-ce que pour autant il n'a aucune valeur? Non. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la loi de l'offre et de la demande à vos yeux. On n'est plus dans la loi, on force, en quelque sorte, on a entraîné une accélération dans la variabilité, hein, et je crois que c'est très dangereux. Hein. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire que sur le marché financier, sur le marché des actions, la valorisation telle qu'elle est ne correspond plus à rien. Ne correspond plus à rien, outre bien sûr, et d'ailleurs l'enquête que fait l'AMF, outre bien sûr les manipulations que d'aucuns cherchent à faire en ce qui concerne les cours. Natixis en a été victime, selon vous. L'AMF a d'ailleurs lancé également une enquête à ce sujet. Un Natixis qui a lancé une recapitalisation ces dernières semaines, qui a été bouclée d'ailleurs à 100%. Mais il y a des soupçons de quoi? De spéculation à la baisse? Il y a eu des soupçons. Alors, vous dites selon moi, selon l'AMF, et nous, notre ressenti, c'est que depuis que nous avons Natixis et depuis que nous avons créé Natixis, vous avez constaté que ce cours a baissé et que véritablement il y a des acteurs qui ont travaillé le cours à la baisse et qui ont spéculé à la baisse. Quels acteurs? Ah, écoutez, je suis incapable. Des fonds d'investissement? Je suis incapable de le dire. L'AMF a lancé une enquête. C'est l'AMF, c'est son métier, c'est le gardien, hein, et donc il fait son contrôle de telle façon. Il a été choqué, surpris, et il a pu constater certains errements. Donc à lui de faire son enquête et de faire ses constats. On a vu des banques comme Fortis et Dexia, certes exposées au marché américain, au subprime, mais qui n'avaient a priori pas de réel problème de solvabilité, acculées à la quasi-faillite. Comment vous l'expliquez? Eh bien, écoutez, vous constatez une chose, je ne peux pas expliquer sur Fortis et Dexia, mais ce que vous pouvez constater aujourd'hui, c'est que toutes les financières sont attaquées. Vous avez en Italie Unicredito qui est attaqué, vous avez Intesa San Paolo qui est attaqué, vous avez Royal Bank of Scotland. Mais pas les banques françaises, par exemple. Mais parce que les banques françaises, encore que Natixis, parce que c'est une banque d'investissement. C'est parce que c'est une banque d'investissement, mais Unicredito n'est pas qu'une banque d'investissement, c'est aussi une banque de dépôt. Donc le système fait qu'il y a la possibilité pour certains très très gros acteurs de jouer à la baisse les cours. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Charles Millot, pour réguler ce système financier qui était devenu fou? Je pense qu'il y a pas mal de choses à remettre à plat, et sans doute faut-il que, en ce qui concerne certains fonds, leurs règles de fonctionnement puissent être revues. La difficulté, c'est que véritablement, il faudrait que l'ensemble des acteurs mondiaux, les autorités de régulation, arrivent à se mettre d'accord. La vraie problématique, c'est qu'il faut se mettre d'accord à plusieurs, et que tout cela peut prendre du temps. Je crois que tout le monde en a conscience, mais je dirais que la difficulté, elle est dans la rapidité de la prise de décision au niveau des instances, malgré la volonté fortement exprimée par notre président d'ailleurs, sur la nécessité de mettre de l'ordre dans tout cela. Et qui doit prendre la main pour réguler le FMI, Dominique Strauss-Kahn? Écoutez, il ne m'appartient pas de déterminer qui doit prendre la main. Il est certain que beaucoup d'experts expriment le fait que le FMI doit voir évoluer, je dirais, sa fonction, en quelque sorte, puisqu'il n'est plus véritablement acteur en matière de crédit par rapport aux États qui pourraient avoir quelques difficultés. Je pense on peut le faire évoluer, que ce soit le FMI ou que ce soit une instance, j'allais presque vous dire peu me chaud. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une régulation mondiale qui soit organisée de la même façon qu'il y ait une régulation européenne, que les mêmes règles s'appliquent partout et que véritablement les régulateurs puissent le faire suivant les mêmes objectifs, parce que nous sommes dans un marché mondial, rappelons-le. Dernière question, Charles Millot, rapidement. Le gouvernement veut mobiliser 20 milliards en faveur des crédits aux entreprises, via les livrets d'épargne réglementés, Codévie et livrets d'épargne populaire. Est-ce que vous allez jouer le jeu, et qu'est-ce qui nous le garantit finalement? Le simple fait que nous le disions.
Est-ce qu'il y aura une transparence sur l'affectation des fonds de votre banque aux entreprises? Je dirais que ce sera vite fait de contrôler si le volume des crédits correspond ou à peu près au volume des liquidités. Mais je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est d'organiser une souplesse dans les refinancements. Les refinancements se font malheureusement au jour le jour au niveau des banques centrales, alors que les crédits que nous pouvons accorder les uns ou les autres se font sur des durées beaucoup plus longues. Alors le problème ne se pose pas pour des établissements comme les caisses d'épargne qui ont des dépôts très importants et qui, dans ce fait, n'ont pas ce problème, mais c'est un problème qui fait que les banquiers, et des banquiers bien plus importants que le groupe Caisse d'épargne, qui sont sur une situation mondiale, sont obligés d'aller rechercher de l'argent un peu partout au jour le jour, alors que véritablement le développement de l'économie demande des durées plus importantes. Et je crois que là, il est important que la Banque Centrale Européenne fasse des efforts. C'est ce que je voulais vous faire dire. Merci Charles Millot, je rappelle président des Caisses d'épargne. Merci d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Bonne journée.